Bonsoir à tous ou bonjour, bon après-midi. Bienvenue à cette cinquième session d'études de la pensée et de l'unification avec le docteur Laurent Ladouce, qui est chargé de recherche pour la Fédération pour la paix universelle et la Fédération des femmes pour la paix mondiale. Il est aussi le traducteur et le présentateur de la pensée de l'unification. Et c'est donc en cette cinquième session, ce sera le cinquième chapitre sur la théorie de l'éducation que nous allons donc écouter avec passion et avec beaucoup d'intérêt de la part de Laurent Ladouce. Voilà, docteur Laurent Ladouce, je vous passe la parole. D'abord, s'il vous plaît, mettez bien vos micros en arrêt, s'il vous plaît, hein, muted. Et puis voilà. Alors, pardon, on aura donc 30 minutes une première présentation de 30 minutes. Ensuite, comme d'habitude, nous aurons 15 minutes de questions-réponses. Encore une deuxième partie de 30 minutes de présentation et une deuxième partie de 15 minutes de réponse avec Laurent Ladouce. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci. À toi, Laurent. Oui, merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver. Je vais partager mon écran. Voilà. Et aller au tout début. Voilà. Donc, je vous rappelle que nous étudions la pensélification pendant 11 séances. C'est la cinquième. Nous allons parler ce soir de la théorie de l'éducation. C'est le cinquième chapitre de l'ouvrage. Et on va commencer donc par deux citations. L'enseignement ne se limite pas à l'école. Toute la vie, notre milieu et notre éducation. C'est une citation de Paul Valéry. Et John Dewey, le père de l'éducation américaine, disait « L'éducation est non pas une préparation à la vie, l'éducation est la vie même. » Alors aujourd'hui, les problèmes éducatifs sont universels. Je voudrais vous parler un tout petit peu du cas du Bénin, un pays que je connais un peu en Afrique, dans lequel j'ai travaillé. Et je travaille avec une ONG sur place qui s'appelle Éducation. Les questions qui reviennent le plus souvent pour cette ONG et son groupe de médias, il y a d'abord les problèmes de discipline et de mœurs. Donc, les temps ont changé et il y a de plus en plus de violence, de harcèlement scolaire. Aussi le problème des familles dysfonctionnelles, du décrochage scolaire, le problème des addictions, alors peut-être moindre que dans les pays occidentaux, mais qui commencent malheureusement à faire des effets. J'ai vu à l'entrée de certaines écoles au Bénin des écriteaux donc, faisant allusion au harcèlement sexuel, et la question de l'hypersexualisation revient souvent dans les médias béninois. Les observateurs de l'éducation au Bénin, en Afrique et partout voient un manque d'autorité, de respect. Jadis, le professeur était tellement respecté. Il y a cet adage, hein, le maître a dit, magister dixit, mais de nos jours, il faut dire que beaucoup de professeurs, d'enseignants se sentent des prolétaires. Pas tous, mais certains se sentent vraiment dévalorisés avec de petits salaires et un manque de respect. Ils constatent souvent l'inattention. Alors, dans un pays comme le Bénin, les tensions ethniques et religieuses ne sont pas très fortes, mais dans certains pays, et notamment parfois en France, ça peut être, il y a beaucoup de frictions. Souvenez-vous de ce qui s'est passé récemment. Des plaintes ont été émises pour des prières donc, en public, dans une école maternelle publique à Nice. Ça soulève des questions, quoi. Autre programme qui revient très souvent au Bénin, mais je pense que c'est un petit peu partout, c'est la question des programmes inadaptés qui n'ont pas été révisés, si vous voulez, des horaires trop chargés. On constate dans presque tous les pays une baisse du niveau. Aussi, la question des débouchés. Alors, dans les pays du tiers-monde, c'est très préoccupant parce qu'il y a énormément de surdiplômés qui sont au chômage. Et puis, alors, au Bénin, une question qui revient très souvent, c'est que c'est un pays de tradition. Alors, on va dire qu'il y a, pour de très bonnes raisons, les gens sont fiers de leur culture nationale, de leur langue. Et parfois, il y a des frictions avec le multiculturalisme, la mondialisation. Voilà, c'est pour vous parler d'un pays francophone avec, vous voyez, des illustrations du Bénin, et je pense que beaucoup de pays d'Afrique francophone se retrouveront un petit peu. Mais je dirais que dans nos pays, c'est un peu pareil. Alors, on va se dire, oui, mais tout ça, c'est récent. Ben, écoutez,
notre génération est mal élevée, elle se moque de l'autorité et n'a aucun respect pour les anciens. Nos enfants d'aujourd'hui ne se lèvent pas quand un vieillard entre dans une pièce. Ils répondent à leurs parents et bavardent au lieu de travailler. Ils sont tout simplement mauvais. Vous pouvez dire ça a été écrit avant-hier ou bien peut-être, allez, on va dire au début du 21e siècle. Pas du tout. Celui qui a dit ça, c'est quand même un monsieur ancien, il s'appelait Platon. Donc, quand on parle de la crise de l'éducation, il ne faut pas non plus hyper dramatiser. Depuis que l'éducation existe, elle a toujours été en crise et ce n'est pas forcément une mauvaise chose, si vous voulez. Alors, ce soir, on va pas seulement parler de la crise actuelle. En réalité, il y a une crise tout simplement parce que nous entrons dans une ère nouvelle. Et de même qu'il y a eu la réforme et la renaissance au début des temps modernes, on a besoin aujourd'hui d'une nouvelle vision de la valeur. Il nous faut refondre totalement la théorie de l'éducation. L'éducation est en crise tout simplement parce que nos modèles ne sont plus du tout adaptés à notre époque. Et il nous faut aller vers un modèle à la fois universel et personnalisé. L'éducation universelle est acquise en principe, c'est-à-dire pour tous les êtres humains, mais vous voyez, il y a encore énormément à faire dans beaucoup de pays d'Afrique. La scolarisation reste faible. Et puis, on s'aperçoit qu'il faut éduquer vraiment toute la personne. Et puis, il y a des besoins de s'intéresser à la personnalité de chacun. On ne peut pas avoir des standards qui s'appliquent à tous. Donc, il faut combiner quelque chose d'universel et de personnalisé. C'est un défi important. Donc, la théorie qui est présentée ce soir ne se limite pas à proposer des réformes de l'enseignement actuel. Je dirais que ça se veut une préparation pour la société idéale que nous voulons bâtir. Alors, quand on veut éduquer aujourd'hui l'adulte de demain, on doit d'abord s'interroger sur les motivations. On éduque en principe par amour, mais très souvent, les éducateurs s'aperçoivent que leurs motivations n'étaient pas toujours les plus pures. De même, la soif d'éducation peut être mêlée de toutes sortes de motifs. Et certaines personnes s'engagent dans une voie éducative en s'apercevant qu'à finalement, ils n'avaient pas la bonne motivation. Les objectifs aussi sont très importants. Vers quoi éduque-t-on? Vers quel modèle? Vers quel type de société on veut aller? Beaucoup de gens, finalement, se sont retrouvés à des postes pour lesquels, finalement, ils ne se sentaient pas tellement motivés, alors qu'au départ, ils y croyaient. Il y a aussi la question du bon éducateur et du bon élève. On essaye d'être de bons parents, de bons professeurs, mais nous avons encore beaucoup de difficultés à trouver des modèles éducatifs. Et puis, la question, c'est aussi de savoir épanouir quoi, enseigner quoi, quelle matière on choisit, quelle faculté de l'être humain on veut développer en premier. Bien sûr, des questions qui reviennent très souvent, c'est la pédagogie, comment instruire. La question des rythmes revient souvent. La science de l'éducation a beaucoup bénéficié des études sur le développement, la notion de stade de développement humain, les études de Jean Piaget, par exemple, et d'autres. Et puis, il y a la question des rythmes scolaires qui revient très souvent. Et ces questions, en fait, sont importantes. De même, les lieux éducatifs. D'ailleurs, il y a beaucoup de réflexions sur l'espace scolaire, comment aménager une salle de classe, même chez soi, comment ranger la chambre des enfants, comment faire que toute la maison, en fait, favorise le développement éducatif. Il y a ce qu'on appelle les jardins d'enfants, les parcs, etc. Comment concevoir une société où vraiment les espaces éducatifs sont vraiment adaptés, quoi. On va parler ce soir de l'éducation globale. L'idéal, ce serait vraiment d'éduquer toutes les personnes, et encore une fois, on en est très loin. Éduquer toute la personne, à savoir la personne spirituelle et la personne physique. Éduquer pour toute la vie, comme le demandaient Paul Valéry et John Dewey, mais dans une perspective spirituelle, éduquer aussi pour la vie éternelle. On dit souvent qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Il paraît que c'est un proverbe africain, je ne sais pas. En tout cas, c'est important de savoir que tous les acteurs doivent s'y mettre. Les professeurs, les parents, les guides spirituels, c'est toute une communauté qui est responsable de former ces jeunes. On doit pouvoir éduquer sur tout, parce que l'être humain est très curieux. En fait, il ne se lasse jamais d'étudier, et c'est très embêtant de trop se spécialiser. Alors, c'est ce qu'on appelle pansophia. Bon, c'est un terme un petit peu
un petit peu pédant si vous voulez, mais à peu près tout savoir sur tout. Il faut éduquer et enseigner, on verra un petit peu la différence. Il faut éduquer pour réussir sa vie, c'est-à-dire atteindre le bien, et réussir dans la vie, acquérir des biens. C'est vrai qu'une bonne éducation doit aussi nous permettre de bien vivre, d'avoir certains moyens. Éduquer pour la citoyenneté et pour l'épanouissement individuel. Et je voudrais attirer votre attention sur une notion qui est chère à la culture allemande, éduquer le cœur, le cerveau et la main. Alors, en Allemagne et en Suisse, en Autriche, c'est un idéal très fort. Herz, Hand und Kopf. C'est vraiment la base du système éducatif germanique, l'équilibre entre le cerveau, la main et le cœur. Ils ont toutes sortes d'affiches. C'est vraiment un credo, une mystique dans la culture germanique, hein, avec de très belles affiches, vous voyez, qui font réfléchir sur l'équilibre entre les trois. C'est vraiment un idéal de l'éducation dans les pays germaniques et ça explique notamment l'excellence de l'apprentissage en Allemagne, en Suisse et en Autriche. Peut-être que le système scolaire est un peu en crise dans ces pays, mais l'apprentissage, c'est vraiment ce qui se fait de mieux dans le monde, justement à cause de cette attention au lien entre le cerveau, le cœur et la main. Alors, vous allez me dire, mais ça, alors c'est typiquement allemand ou quoi? Non, pas du tout. C'est biblique en fait. Ça vient du Deutéronome. Que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent dans ton cœur. Tu les répéteras à tes fils. Tu les attacheras à ta main comme un signe, sur ton front comme un bandeau. C'est dans Deutéronome et c'est ce qu'on appelle les téphilines dans le judaïsme. Je ne sais pas si vous avez vu ces images. Il y a une petite boîte qui est sur le front avec des versets bibliques, des lanières de cuir qui sont reliées au cœur et qui vont jusqu'au poignet. Évidemment, c'est symbolique. Mais alors, on appelle ça des téphilines. Ça explique aussi l'excellence du système éducatif chez le peuple juif. C'est un point fort qui a été constaté, c'est que depuis 3000 ans, ce peuple a une tradition éducative excellente, hein, quelles que soient les situations. Les Juifs dans la diaspora ont toujours maintenu un système éducatif de pointe. Ça vient en réalité de la Bible et de cette notion d'un équilibre entre le cerveau, la tête et le cœur. Il y a deux aspects sur lesquels on doit réfléchir quand on parle de l'éducation. Il y a, disons, tout ce qui concerne les programmes, les pédagogies, les évaluations, l'orientation et les débouchés, l'administration et la gestion. C'est important tout ça. Et il y a beaucoup de revues qui paraissent là-dessus. C'est ce qu'on appelle la science de l'éducation. C'est vrai que l'éducation moderne est tellement professionnalisée, presque trop parfois, un peu bureaucratique, on va dire. Mais au départ, c'est une bonne chose. Ça vient d'une volonté de vraiment bien enseigner. Donc ça, c'est relativement au point, mais ça correspond à ce qu'on appelle dans la planification l'aspect Hyungsang extérieur. Là où le chaos est total, c'est en fait sur l'aspect Sungsang intérieur. Hein. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'éduquer? Pourquoi éduquer? Avec quelle motivation? Dans quel but? Qui éduque? Et le chaos est tellement profond aujourd'hui que ça laisse la place à toutes sortes d'idéologies. Il y a énormément de groupes de pression qui essayent d'imposer leurs agendas à l'école, sachant que l'école, c'est vraiment la ligne de front pour former les jeunes. Énormément de groupes de pression essayent de faire passer leur théorie, hein, et c'est souvent par intimidation. Alors ça, c'est quelque chose qui est très dangereux pour notre avenir. Et il est important de remplacer ça par une véritable philosophie de l'éducation, qui soit non partisane et qui ait une base spirituelle, justement, qui s'adresse autant au cœur qu'à l'intellect, à la volonté, à la vie pratique. Alors, on va étudier un petit peu les axes de la théorie de l'éducation basés sur les principes de l'unification. Mais d'abord, tournons-nous un peu vers le monde animal. C'est bon de voir que même l'animal, il apprend. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir du monde animal? D'abord, il y a la notion de maturation. Le petit va devenir grand, hein, il va atteindre la taille adulte. Il y a un devenir et on voit se développer des facultés qui sont d'abord immatures et puis qui atteignent leur maturité. Et alors, même si c'est en grande partie instinctif, on voit que le jeune, il apprend à savoir voler, nager, courir, à se battre. Au départ, il est maladroit, il trébuche. Et tout ça, ça passe
par un lien entre géniteur et progéniture. Le petit, il n'apprend pas ça tout seul dans son coin. Et donc, il y a des études sur la socialisation et sur le rôle de l'imitation dans le monde animal. Vous savez que l'imitation, c'est très important dans l'éducation. Et les mimiques, ça commence déjà dans le monde animal. Alors, l'adaptation au milieu social est importante, mais bien sûr, pour l'animal, l'adaptation à l'écosystème, à la nature. C'est pour ça que les animaux en captivité dans des zoos, en fait, c'est contraire à leurs mœurs, quoi, et ils perdent certaines facultés. Ils sont plus du tout adaptés. Si on les relâche dans la nature, ils seront très malheureux. Alors, c'est aussi important, notre fondateur, justement, il déplorait une éducation trop académique. Il disait, mais il faut lâcher les jeunes dans la nature. Il ne faut pas qu'ils restent enfermés en ville, ce n'est pas bon du tout. On apprend par les 5 sens, la vue, les cris, les odeurs, la saveur, le toucher. Et l'animal, en fait, est là pour nous montrer quelque chose que nous perdons un petit peu aujourd'hui. Alors, les animaux ont un système nerveux développé, ils ont aussi une certaine mémoire. Bon, ça, c'est les ressemblances. Après, il y a beaucoup de différences. Alors, voyons un petit peu quelques synonymes de éduquer. Il y a d'abord une notion selon laquelle je dirais que l'action éducative vient de l'extérieur. Par exemple, accoutumer, affiner, apprivoiser, dresser, façonner, familiariser, habituer, pétrir, polisser, polir, tirer de, transformer. Au fond, cette vision, c'est que l'éducation, c'est un moule, vous voyez, pour façonner l'être humain. Ça, c'est une façon de voir l'éducation qui a ses limites. Une autre, au contraire, ça vient de l'intérieur. Conduire, cultiver, développer, justement pas dresser, c'est une erreur là, éclairer, élever, enseigner, entraîner, épanouir, éveiller, exercer, faire éclore, former, initier, instruire. On va voir qu'il faut l'équilibre entre les deux. Il faut un équilibre entre un cadre objectif, et puis stimuler le désir d'apprendre. Moi, je dirais que le but de l'éducation, c'est de susciter l'avancement de l'être humain. Voilà un mot très précieux de la langue française, l'avancement de l'être humain. Faire avancer la personne dans tous les domaines, lui faire des choses de plus grande valeur et le faire être une meilleure version de lui-même. Certaines personnes regrettent énormément d'avoir manqué d'éducation. C'est un regret lancinant. Elle se dit, si seulement j'avais pu bien étudier, je serais devenu quelqu'un d'autre. C'est un regret très, très profond. Il y a des personnes qui sont nées dans un même foyer, mais les enfants ont été séparés et des années plus tard, les 2 enfants se retrouvent et ils ont suivi des cours très, très différents. C'est un sujet fréquent dans les romans, dans les films. Le rôle de l'éducation qui peut faire de nous des personnes extraordinaires. Alors, ce n'est pas non plus automatique. Il y a aussi des gens qui ont reçu une bonne éducation qui n'en ont pas profité. Mais généralement, on attend énormément de l'éducation. Alors, l'être humain, avant de s'intéresser à l'éducation des autres êtres humains, il a vu son pouvoir sur les minéraux, sur les plantes et les animaux. Assez tôt dans l'histoire humaine, justement au sortir de la préhistoire, l'être humain a vu son pouvoir de transformer les minéraux, les cailloux, les minerais, d'en faire des outils, des armes, des ornements, des parures, des matériaux de construction. C'est pour ça qu'on parle d'homo faber, l'homme qui construit. Et c'est très important parce que l'être humain s'est aperçu qu'il peut transformer le monde minéral et en faire ce qu'il veut. Après, il a essayé ça sur les plantes. Avant, il y avait des nomades-cueilleurs, et puis on s'est mis à l'agriculture. Donc, il y a des semailles, il y a des soins, il y a des récoltes, il y a des sélections, une amélioration, un rendement. Et puis, on transforme un produit brut. Par exemple, avec du blé, vous faites de la farine, des pâtes, des gelées, vous faites des gâteaux, etc. C'est prodigieux tout ce qu'on peut faire. La transformation, ça a un côté presque magique. L'être humain est un démiurge, un créateur. Avec ses mains, il crée des choses absolument incroyables. Et puis, il y a aussi la cuisson, la conservation. On se sert des plantes également pour l'ornement et l'agrément. L'être humain a vu aussi son pouvoir sur les animaux. On leur fait produire des œufs, du lait, du miel, de la fourrure. On les utilise pour les labours. En Afrique, on utilise encore souvent l'animal pour tirer la charrue, ça se voit. On utilise l'animal pour la chasse, pour les trajets, pour le transport parfois, pour les jeux et les sports, pour l'apparat et la compagnie.
Et donc, l'être humain a d'abord vu son pouvoir sur les choses avant de réfléchir à son pouvoir sur sa propre progéniture. À un moment donné est apparue l'idée que l'on peut transformer l'être humain lui-même, le faire aller très très loin. Donc, la question est devenue celle de la formation des formateurs. Alors, les mots-clés de la théorie de l'éducation dans la planification, il y a image, objectif et croissance. Autrement dit, il y a une philosophie de quoi? De la ressemblance, de l'idéal, du type, du modèle. Éduquer, c'est donner envie d'être comme un tel. On a un certain type en soi. Alors parfois, ce n'est pas forcément une personne précise, mais on a une certaine envie en soi. J'ai envie de devenir comme ça. Et ou alors, on a des modèles que l'on voudrait bien reproduire. Tu ferais bien de faire comme ton tonton un tel ou ton arrière-grand-père là. Ça serait formidable si on avait un nouveau Ernest ou Théophile dans notre famille, s'il y avait le retour de notre héros familial. Et donc, tout cela parce qu'on se dit que les personnes bien éduquées vont réaliser les grands buts de la vie, ce qu'on appellera plus tard les 3 bénédictions. Donc, on essaye de donner envie aux personnes par l'éducation. On leur dit, vous arriverez à faire plein de choses, vous serez totalement libres. Une fois éduqués, vous serez les maîtres du monde. Et forcément, il y a une philosophie de la croissance. Il faut du temps, il y a toute une réflexion parce que, bon, c'est vrai, il y a des gens qui sont très précoces. Bon, à la limite, ils s'éduquent tout seuls, ils découvrent tout par eux-mêmes. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, on se demande comment s'adapter, développer graduellement les enfants. Surtout susciter la projection, avoir envie de se projeter dans l'avenir, aider les gens à mûrir, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'inculquer des connaissances, mais de faire mûrir la sensibilité de la personne, d'éduquer à l'autonomie, à la responsabilité. Donc, la notion d'image renvoie plutôt, je dirais, au qui, au quoi, à qui et où. Et alors, il y a, par contre, des objectifs, c'est la question pourquoi, en un mot, pardon, why en anglais, et pourquoi, what for. Et la croissance, c'est plutôt le comment, le quand et le où. Il y a toujours eu 2 idées, alors qui ne sont pas contradictoires en fait, elles sont complémentaires sur l'éducation. On dit que éduquer, ça viendrait du latin educare, qui veut dire imprimer, sculpter, dégrossir, formater, modeler, discipliner. C'est le modèle un peu, je dirais, autoritaire. Voilà, ce qui compte, c'est l'éducateur. C'est celui qui sait, le modèle, la personne mûre. Voilà, c'est le patron, quoi. Mais on a découvert dans les temps modernes que, en fait, éduquer viendrait plutôt de educere. En tout cas, c'est le point de vue dominant aujourd'hui. L'étymologie serait plutôt educere. Et là, en fait, il s'agit plutôt de partir de l'intérieur. L'éducateur étant un accompagnateur, quelqu'un qui aide l'apprenant à s'éveiller. Alors, l'éducation moderne va peut-être un peu trop, je dirais, dans ce sens-là, en oubliant la nécessité quand même des modèles. C'est un débat fréquent. Quand je vais en Afrique, on m'interroge souvent sur la question des châtiments corporels, ce qu'on appelle la chicotte dans beaucoup de pays africains. Bon, c'est vrai que nous, en Occident, nous n'avons plus du tout ce modèle. Mais pour certaines personnes, qu'est-ce qui va remplacer ce cadre? C'est un débat qui est fréquent. Et donc, il s'agit de voir quel est le bon équilibre entre une certaine autorité et puis le respect de l'autonomie. Alors, voici un diagramme très important. Il s'agit pour Dieu et l'être humain de se rejoindre. Dieu est le créateur et il veut faire de nous des co-créateurs. Pour cela, nous sommes appelés à réfléchir l'image divine et le caractère divin. Donc, il s'agit, par l'éducation, de ressembler substantiellement à Dieu. Au départ, nous sommes immatures et nous devons devenir des petits dieux, des co-créateurs. C'est une vision très noble de l'éducation. Une fois que l'être humain devient co-créateur, il va accomplir les 3 bénédictions. Il va accomplir le but de la création. Et donc, pour cela,
il faut élever des êtres libres pour accomplir le but de la création. C'est ce qu'on appelle la période de croissance. On va en parler un petit peu. Il y a une philosophie donc de la croissance. Alors, on va parler de cette question de l'image et de la reproduction. Éduquer, c'est modeler une personne d'après une image valorisante de son avenir. L'image est un miroir. La personne y projette ses élans. Par exemple, il y avait des familles avant où le médecin, ça faisait envie. On avait vraiment envie de devenir médecin ou bien avocat. Alors, c'est lié à l'uniforme aussi. Il y a des familles où il y avait des uniformes de militaires, des photos d'officiers de l'armée. On disait, voilà, tu seras comme ça. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas. Il y a beaucoup moins de gens qui ont envie de faire carrière et d'avoir le prestige de l'uniforme, de la fonction, devenir préfet, devenir, je ne sais pas moi, professeur d'université. Longtemps, ça a beaucoup joué. De nos jours, c'est beaucoup plus difficile en fait. En tout cas, l'éducateur, le parent, le professeur, le guide, l'entrepreneur est une figure qui véhicule une image qu'on veut reproduire. On voit qu'aujourd'hui, en fait, les sportifs, par exemple, ont un énorme impact. Et aussi, certains artistes, certains entrepreneurs, même, alors c'est curieux, les grands cuisiniers, on voit par exemple le succès des émissions comme Top Chef, c'est-à-dire des gens qui ils apprennent à bien faire la cuisine. Eh bien, c'est proposé parfois comme des modèles éducatifs. Donc, l'éducation aujourd'hui, c'est plus tellement les modèles d'avant. Il y a d'autres modèles qui s'imposent. Alors, certains, ça les fait hurler parce qu'ils disent, je ne vois pas en quoi un sportif, une star, une célébrité, qu'est-ce qu'il va apporter sur le plan éducatif? Bon, c'est vrai qu'il y a un tri à faire, mais c'est vrai que de nos jours, beaucoup de jeunes sont plus attirés par ces modèles, en fait. Je dirais que la théorie unificationniste se méfie de toute façon de tous les modèles humains. Nous, ce que nous voulons reproduire, en fait, c'est l'image divine et le caractère divin. Une seule personne, à vrai dire, doit être imitée, c'est Dieu lui-même. Alors, on peut avoir des modèles dans la société, il en faut, mais en réalité, ce que l'être humain, il aspire à ressembler à Dieu, tout simplement. Alors, Dieu a un rendez-vous avec l'être humain. Il nous a créés avec une ambition énorme. Il veut nous transmettre rien de moins que son image divine et son caractère divin. Il a voulu élever l'être humain à la plus haute de toutes les positions dans l'univers. L'éducation n'est donc pas à vocation sociale uniquement. Dieu voulait éduquer l'être humain pour qu'il devienne le centre du cosmos et le Seigneur de la création, rien de moins que l'héritier direct de Dieu. C'est ça au départ, l'éducation. C'est un sens, je dirais, métaphysique en fait, et pas seulement social. Il y va de notre relation avec Dieu. Donc le but de l'éducation, c'est que l'être humain se hisse jusqu'au niveau où il vit comme quoi? Comme un co-créateur de plein droit. Et donc il va hériter de l'image divine, d'une part, et du caractère divin. Et comment il arrive à faire ça? Eh bien, il va accomplir ce qu'on appelle les 3 bénédictions. On va en parler. La première bénédiction va lui permettre d'hériter du Sung-Sang et du Hyung-Sang et du cœur de Dieu. La deuxième bénédiction du Yang et du Yin et du Logos de Dieu. Et la troisième bénédiction de l'individualité et du caractère divin. Quelques rappels, on a vu ça précédemment. L'image originelle se compose des attributs de Dieu. Alors, l'image divine et le caractère divin. L'image divine comprend l'image universelle et l'image individuelle. Dans l'image et le caractère divin, donc c'est le cœur, le logos et la créativité. On avait vu ça dans les chapitres précédents. Voilà. Et donc, dans l'image universelle, vous avez le Sung-Sang et le Hyung-Sang, le Yang et le Yin, et puis l'image individuelle. Alors, rappelons que le Yang et le Yin, ça désigne le plus et le moins, l'étamine et le pistil, le mâle et la femelle, finalement, l'homme et la femme. Et puis, il y a une dualité plus fondamentale, Sung-Sang et Hyung-Sang, c'est en fait l'esprit et le corps. Donc, une partie de l'éducation, c'est pour nous aider à trouver l'équilibre entre le Sung-Sang et le Hyung-Sang, d'une part, l'esprit et le corps, et le Yang et le Yin. Donc, voilà un petit rappel.
Et je vais faire une pause maintenant, puisqu'il est 19h30 pile. Et voilà, si vous voulez, on va avoir une première session de questions-réponses. Hein. Très bien, merci. Merci beaucoup, Laurent. C'est passionnant. Beaucoup de choses, beaucoup de concepts très intéressants. Alors, question-réponse. Je vais vous laisser. Je dois maintenant laisser ça. Laurent, tu peux guider Oui, toi-même la absolument. Oui, question-réponse, oui, hein? oui, oui. D'accord? Merci OK. beaucoup, Jacques. Merci. Merci. Oui. Voilà, vous pouvez ouvrir vos micros et poser vos questions, hein, si vous voulez. Des questions? Ah, C'est sur le... bonsoir. Oui. Bonsoir, Eric et Jennifer. Oui. Bonsoir Laurent, oui. En Oui. fait, quand tu référais au Hans Herzkopf, Oui, oui. c'est l'école Waldorf Steiner, en fait. Hein. En particulier, oui, oui. Alors, lui et puis d'autres penseurs, notamment suisses. Mais je pense que c'est typique d'une certaine culture allemande. Hein. Alors, c'est vrai que Steiner a beaucoup mis en valeur ça. Quoi. Oui. C'est très, très populaire en Allemagne. Hein. Oui. Mais en même temps, Steiner avait une philosophie spirituelle, en fait. Il y a un Oui, côté oui, spirituel. oui, c'est ça. Oui, il voyait l'éducation d'une façon très, très large. Oui, oui, oui. C'est vraiment lié à une philosophie très complète de l'être humain. Oui. Mm. C'est très intéressant parce qu'en fait, c'est pour concourir à une certaine autonomie, en fait. Oui, c'est un point très important de la pédagogie Steiner. C'est d'ailleurs pour ça que certains mettent leurs enfants hein, dans des écoles Steiner à cause de cela, quoi. Après, il y a eu d'autres, il y a l'école Montessori aussi. Enfin, il y a plein de modèles alternatifs, si on peut dire, quoi. Oui, oui. Herz, Hand und Kopf. Les bienfaits de l'éducation germanique. Mais alors, on pourrait noter que un apport très important de l'éducation anglo-saxonne, ça a été le sport, hein, notamment chez les Britanniques très tôt, l'idée de faire du sport, hein, qui est très répandue aussi dans beaucoup de pays anglo-saxons. C'est venu plus tard dans d'autres pays. Hein. Une notion, alors, sur laquelle avait attiré l'attention, c'était Huizinga, c'était un pédagogue néerlandais. Il a écrit un livre qui s'appelle Homo Ludens. C'est l'un des ouvrages importants du XXe siècle. Et donc Huizinga disait que l'udeo en latin, c'est pas simplement le divertissement, c'est pas simplement le jeu, s'amuser, quoi. Play en anglais ou le jeu. En fait, c'est une activité intense et même un peu compétitive. Et il disait que l'être humain, fondamentalement, c'est un joueur. Hein. Et il disait que l'éducation qui réussit, c'est celle qui est énormément basée là-dessus. Et ce n'est pas simplement le divertissement, ce n'est pas simplement l'éducation ludique, hein, mais c'est vraiment que l'être humain trouve de la joie et devienne acteur de son éducation. C'est vraiment un livre très, très important de Huizinga, un penseur néerlandais. Oui. D'autres questions? Question, pardon. Oui. Qu'en est-il de la Finlande qui est montrée comme un exemple d'éducation? Quelle est Ah la oui. différence? Alors, malheureusement, je ne connais pas assez. J'ai vu que dans beaucoup d'études, oui, le modèle finlandais est cité en exemple, l'un des systèmes les plus réussis, enfin, qui réussit le mieux en Europe. Je ne sais pas exactement pourquoi exactement. C'est un sujet de recherche pour nous. Hein. Ouais. J'ai cru comprendre que ce n'était pas élitiste, mais que ça concernait en fait la majorité des personnes. Oui, De la même manière que tu parlais de educere, oui, hein, oui. c'est-à-dire d'élever les gens, mais ça veut dire aussi d'élever la majorité et Oui, non pas d'avoir une culture élitiste en c'est fait. ça Hein. exactement, oui. Oui, oui. Je pense que c'est d'ailleurs le propre de pas mal de pays scandinaves. Ce sont des pays, je dirais, à tradition égalitaire. C'est des pays en général où ils n'aiment pas trop les élites. L'être humain doit être simple. Vraiment, les gens sont des citoyens et même les dirigeants doivent avoir un code assez simple, quoi. Il paraît que Michel Foutila. Attends, alors,
Peut-être Ivo Bruffertz, oui, tu avais une question, oui? Ah oui, je voulais encore dire, question de la Finlande, j'ai eu la chance en temps d'enseigner à l'université de Haga-Elia à Helsinki et l'accent est beaucoup sur travailler en team. Il n'est pas du tout de donner des cours ex cathedra, mais ils veulent qu'en en travaillant ensemble, on apprend en team. Donc, c'est très important en Scandinavie. La Ah, participation active des étudiants, des élèves. oui. Oui, ça c'est très important. Ce que j'ai remarqué aux États-Unis, alors plutôt à l'université, c'est l'extraordinaire émulation du système éducatif américain. Il n'y a pas de cours magistral à l'université, tout est un travail d'équipe. Et puis, les gens sont portés à se soutenir les uns les autres sur beaucoup de campus américains. Il y a un travail collectif. L'éducation américaine n'est pas très bonne jusqu'à l'université, mais après, il y a de très, très bonnes universités américaines. Je pense qu'à à cause de cette créativité, cet esprit très collectif, en fait. Hein. Ouais, c'est important. Michel Foutila avait une question, je crois, non? Michel? Non? Bon, peut-être un problème de connexion. Ah, C'est Joël. Joël? Oui, bonjour Joël. Oui, On a mentionné tout à l'heure les sports oui, et j'ai pensé aux Grecs qui ont en fin de compte, pas inventé, mais oui, les Olympiades oui, et oui, qui sont maintenant mondiales. exactement. Alors justement, je parlais de Huizinga. Lui, il disait que cet esprit ludique était extrêmement fort chez les Grecs. Et ça, pour eux, ça allait de pair avec la compétition. C'est-à-dire que les Grecs, très tôt, ont aimé décerner des prix, des palmes, et les Jeux olympiques étaient très, très importants en Grèce. Euh, c'était pas simplement entertainment, le divertissement. En fait, dans la pensée grecque, il y a un concept qu'on appelle kalos kagatos, beau et bon. L'athlète était perçu comme une personne remarquable sur le plan physique, mais je dirais morale aussi. De manière générale, la statuaire grecque, ce n'est pas simplement la beauté de la personne, mais une sorte d'excellence morale. Ce qu'on peut appeler l'élégance, en fait. Hein, une personne qui est... Et ce n'est pas l'élégance au sens superficiel, c'est vraiment devenir une bonne personne, quoi. Oui. On apprend beaucoup hein, des Grecs qui nous ont énormément légué, quoi. Oui. Je voudrais aussi rajouter, Reverend Moon a dit, c'est le système américain qui donne des récompenses, par exemple des degrés, des cérémonies, est Oui. très important pour la vie de l'être humain, quoi. Ça veut dire Oui. qu'on passe des grades, on a des cérémonies pour recevoir le Oui. niveau à l'université, etc. Et dans la vie de tous les jours, des objectifs en palier, quoi. Oui, c'est vrai. Oui. Alors, le seul point, c'est que il ne faut pas non plus que la course au diplôme devienne... Parce que, bon, il y a des personnes qui n'aiment pas beaucoup, en fait, le système académique. Hein. Donc, là, certaines personnes ne sont pas très motivées, justement, par la recherche d'un doctorat, etc. Je crois qu'aux États-Unis, il y a un certain pragmatisme, c'est-à-dire que, bon, ceux qui veulent aller à l'université, il y a de très bonnes universités pour ça. Mais dans la culture américaine, bon, on peut faire autre chose. Un des très grands côtés de la culture éducative en Allemagne, et je crois au Japon aussi, c'est de ne pas miser sur le tout académique. Les Allemands disent, bon, ceux qui veulent aller à l'université, tant mieux. Mais voilà, ceux qui veulent travailler avec leurs mains, la classe ouvrière, c'est très bien. Hein. Il y a une valorisation de l'ouvrier en Allemagne qui est très forte, du travail manuel. Pas considéré comme, je sais pas, des métiers. Le col bleu en Allemagne est vraiment très respecté, en fait, l'ouvrier, quoi. Hein. Et en général, d'ailleurs, il a envie de participer à la vie de l'entreprise. Ce n'est pas un rapport de force avec le patron, c'est beaucoup plus apaisé, quoi. Donc, on vante souvent l'excellence de l'apprentissage, notamment en Suisse, hein, un pays qui a un taux de chômage ridicule, quoi. Oui, Eric, encore? Oui. Eric, tu as la parole. Oui. Tu as levé la main, non? Oui. C'est bon. En Oui. fait, probablement, tu vas en parler plus tard, Laurent. Oui. Mais pour l'éducation, c'est aussi cette question de l'individualité et la norme. Parce Oui. que, voilà, en même temps, on doit éduquer voilà, les personnes dans les normes.
Oui. Mais en même temps, cette question d'individualité. Parce Oui. que là, dans l'éducation actuellement, on a pas un conflit exactement, mais il y a un problème là. Oui, c'est Comment vrai. aborder cette question d'individualité en même temps qu'avoir une norme? Et Oui. donc, il me semble que cet équilibre-là, comment faire ça, c'est Oui. quelque chose de très important. Oui. Donc, peut-être tu vas en parler peut-être Un plus petit tard, peu, oui? un petit peu, Oui. c'est vrai. Oui, je dirais que généralement, l'Occident est très apprécié pour sa capacité de stimuler la créativité individuelle. Il y a en Occident des gens... alors, c'est curieux parce que l'Occident accepte une part d'excentricité. Alors, notamment, par exemple, dans le modèle britannique, qui est un modèle quand même très formel, il y a de la place pour les excentriques. Hein, c'est même aux États-Unis, tout ça, les gens un peu hors normes, quoi. C'est quelque chose qui manque beaucoup dans certains pays d'Asie. Par exemple, l'Asie, alors vous avez des résultats extraordinaires jusqu'au bac au Japon et en Corée, à Hong Kong, mais les universités sont médiocres. Hein. Il n'y a aucune université japonaise, coréenne qui se place parmi les premières. Parce que justement, il leur manque, alors ils sont très très bons pour le cadre, mais pour ce qui est de stimuler la créativité, c'est pas encore tout à fait ça, quoi. Oui. Donc le monde occidental reste alors les gens sont attirés par cette capacité, mais en même temps, ce qui fait peur en Occident, c'est l'anarchie, quoi. C'est-à-dire vraiment C'est ça. l'égocentrisme démesuré. Oui, ça c'est quelque chose dont certains pays ont horreur. Ils veulent pas de ça, quoi. Ils se disent c'est bien tous ces génies, mais il y a aussi c'est tellement anarchique en fait. Donc c'est un problème très délicat à trouver, hein. Très très délicat. Oui, oui. Je voyais que le révérend Moon lui-même, il a laissé ses enfants prendre toutes sortes de directions, en fait. Hein. Donc, certains sont devenus artistes, ils ont cherché un peu dans toutes les, dans toutes les directions. Mais ce n'est pas facile de trouver le bon équilibre. Hein. Ouais. Surtout dans le monde actuel qui est si multiculturel. Trouver le bon équilibre, ce n'est pas évident, quoi. Ouais. Alors, encore 3 minutes et puis après, on continue. Hein. J'espère que ça vous intéresse. D'autres questions? Alors, dans la discussion, peut-être? Ah oui, l'homme doit ressembler à Dieu. Dieu s'est adressé à l'homme en donnant les 3 bénédictions et l'interdiction de manger du fruit avant la chute. Est-ce qu'il y a des écrits qui montrent un échange de Dieu et de l'homme? Oui, alors bon, dans la Bible, c'est assez sommaire, hein, les échanges entre Dieu et l'homme avant la chute. Voilà. Alors, Michel Foutila. Je ne sais pas si je me fais entendre. J'ai un problème. Ah oui, d'accord. Ça va, tu as la parole maintenant. Oui. J'ai un problème de communication, mes excuses. Pas de problème. Voici ma préoccupation. Vous avez soulevé les problèmes d'éducation universelle. Oui. Qui se fait de façon globale et l'éducation personnalisée. Oui, oui. Je sais que du point de vue du principe, quelque part, il y a une jonction. Mais dans la réalité actuelle, il faudra partir de l'individualité, aller vers l'universel ou de l'universel vers l'individualité. Ah oui. Alors, ou justement, quel est le point de jonction entre les deux afin d'apporter l'équilibre, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Voilà, merci. Ça va être la question centrale de la deuxième partie. On va montrer d'ailleurs un tableau où on montre que la base, c'est justement l'éducation universelle, la première et la deuxième bénédiction, l'éducation du cœur et l'éducation des normes. Et sur cette base, on peut avoir un épanouissement sain de l'individualité. Justement, ce côté, alors que j'ai appelé un peu, enfin, j'ai dit excentrique, mais voyez, par exemple, je prends quelqu'un comme Beethoven, quelqu'un qui a révolutionné complètement la musique classique. Ben, il ne s'est pas imposé du jour au lendemain. Il a d'abord été formaté, il a été formé vraiment avec les canons de son temps, et puis il s'en est affranchi à un moment donné. Bon, Michel-Ange, c'est pareil, hein, il a été vraiment façonné par les grands maîtres de son temps, et puis un jour, il a totalement tout renversé. Il a épanoui son génie. Mais la plupart des très grands maîtres en art, en fait, ont d'abord été d'humbles disciples. Ils se sont formatés, ils ont appris, quitte à sortir ensuite des cadres. Alors, je parlais de l'Angleterre. Vous avez en Angleterre des universités très, très prestigieuses, très anciennes, comme Oxford et Cambridge, avec des moules. Vous voyez, c'est toute une tradition très ancienne avec des uniformes.
Et ça donne aussi parfois des personnalités très excentriques, en fait. Des gens qui sortent ensuite de ce moule, mais avec une créativité extraordinaire. Et c'est vraiment l'équilibre à trouver, quoi. Oui. Merci pour cette question. Ben, voilà, il est 45. Si vous voulez, on va reprendre, ça va? Merci. Hein? Je suis désolé, je vais un peu rapidement, j'en suis vraiment désolé. Merci pour les questions, en tout cas. Alors, je remets. Alors, je disais qu'on doit hériter de l'image divine et du caractère divin. Il faut savoir que chez l'animal, déjà, il y a une croissance et un développement. Hein. Tout être vivant croît vers sa taille adulte. L'être vivant se reproduit, donc par les rapports entre mâle et femelle, la reproduction sexuelle. Et puis, l'animal, il marque son territoire. Je dirais que c'est déjà l'embryon des 3 bénédictions. Moi, j'ai toujours le souci de relier le spirituel au biologique, à la nature. L'être humain est créé à l'image de Dieu, c'est vrai, mais il est aussi sorti de la nature, en fait. Hein. Alors, dans le cas de l'être humain, la première bénédiction, c'est « soyez féconds », c'est l'unité entre l'esprit et le corps. C'est ce que j'appelle savoir-être, ou tout simplement être, le verbe être, être soi-même, devenir la personne que l'on veut être et que l'on doit être. C'est aussi ce qu'on appelle le bien-être. La différence, c'est le mal-être, mal dans sa peau. Personne qui a des conflits existentiels, qui se bat contre elle-même, qui se déteste. Alors, elle peut être brillante, mais voilà, elle ne s'accepte pas, quoi. Hein? Donc, l'éducation, c'est d'abord de me former moi-même, de devenir la personne que je voulais être. Et ça veut dire me regarder dans le miroir et me dire, je m'aime bien. Et ce n'est pas seulement l'éducation intellectuelle, c'est l'éducation du caractère, de l'intégrité. Je me plais bien, j'aime ma personnalité. Voilà, je suis la personne que j'ai voulu être, moralement, du point de vue du cœur. C'est un épanouissement individuel. La personne se dit, ben, je me sens bien, je me sens heureux. Ça, c'est important, mais peut-on vivre seul? La Bible dit non. Il n'est pas bon que l'homme vive seul. Donc, après, il y a le savoir aimer. Une personne qui serait tout à fait intègre, bien sous tout rapport, mais qui n'aurait pas d'intérêt pour son prochain, bah, sa vie n'est pas tellement intéressante, en fait. Hein. Heureusement que Adam était fait pour s'intéresser à Ève. Donc, il y a aussi le bien-aimer, le savoir-aimer. L'inverse, c'est le mal-aimer, être mal-aimé ou mal-aimant. Il y a des gens qui croient savoir aimer, mais en fait, ce sont des séducteurs. Ils sont très narcissiques. Alors, après, au début, on se dit « Oh, quelle personne chaleureuse, aimante !» Puis après, on dit « Oh là là, cette personne est un peu toxique quand même. A-t-elle appris à aimer ?» Donc, on doit arriver à fonder un foyer stable, et on doit arriver à l'épanouissement affectif et social. Alors là, la théorie de l'éducation est très claire. Elle dit à l'être humain, écoute, si tu ne réussis pas dans le savoir-être, le savoir-aimer, bah, à quoi va te servir ton savoir-faire, quoi? Supposons que tu deviennes un bon technicien. Tant mieux pour toi. Mais regarde, si tu n'as pas réussi les 2 premiers buts de la vie, tu vas où, quoi? Alors, soumettez la terre et dominez-la. Justement, le problème de l'éducation actuelle, c'est qu'elle nous promet de dominer le monde, mais en fait, elle néglige le savoir-être et le savoir-aimer. Tout est axé sur le savoir-faire. C'est totalement disproportionné, quoi. C'est vraiment tout à mettre sur la cervelle, sur le développement académique, la réussite professionnelle. Et le reste, en fait, c'est comme l'être humain était un vrai sauvage. On dit, oh, bah, pour le reste, tu te débrouilles, tu vas te former sur le tas. Non, ce n'est pas comme ça, quoi. Donc, il y a le bien faire. Le contraire, c'est mal faire, faire mal. Alors, il y a différents moyens de mal faire. Ce n'est pas simplement rater les choses, mais il peut y avoir des productions qui ont l'air brillantes comme ça, mais qui en fait sont très nocives pour la société. Ça paraît très clinquant, très, très bien fait, très professionnel, mais en réalité, c'est malsain pour la société. Et en tout cas, il est vrai que l'être humain cherche son épanouissement professionnel. Alors, ici, il y a une phrase donc importante dans la pontification. L'éducation concerne pour l'essentiel la direction donnée par les parents aux enfants pour qu'ils accomplissent les 3 bénédictions. Sur cette base d'éducation du caractère, les professeurs apportent l'instruction académique et les patrons et entrepreneurs la formation professionnelle. Donc, c'est ce qu'on appelait il faut tout un village pour éduquer un enfant, et même pas seulement un enfant. En fait, toute la société devrait être
éducative. On ne devrait pas penser que voilà, l'éducation, c'est quand on est jeune. Il y a des sociétés qui sont dans l'éducation permanente. C'est vraiment très développé, c'est dans leur culture. Tout est fait pour que, à tout âge, on ait envie d'apprendre. Et il y a des sociétés beaucoup plus conservatrices, malheureusement. Voilà ce schéma dont je voulais parler. Donc, c'est très clair, hein. D'abord et avant tout, le socle de la pyramide, l'éducation universelle. Sur cette base, l'éducation individuelle. J'aurais dû faire aussi la pyramide inversée, parce que c'est le cas aujourd'hui, c'est que notre pyramide est à l'envers, voyez. On met trop l'accent sur l'éducation académique, technique et physique, et on néglige le reste. Ce n'est pas bon du tout, ça. Voilà. Alors, ensuite, j'avais dit que il y avait une philosophie de la croissance dans la pensification. Bon, vous connaissez, c'est la théorie donc des 3 stades, stade de formation, de croissance et d'accomplissement. On n'a pas le temps d'expliquer en détail. Tous les êtres de la nature, les êtres vivants, croissent. Mais alors, ils sont à l'image indirecte de Dieu et leur croissance se fait de façon automatique par ce qu'on appelle l'autonomie du principe et la force vitale. On a vu ça dans les premiers chapitres. L'être humain, et ça c'est très important pour la philosophie de l'éducation, c'est que sa croissance, la croissance physique, bon, c'est basé sur, c'est naturel, quoi. Mais la croissance de la personne spirituelle, et donc presque toute l'éducation, fait appel au libre arbitre et à la responsabilité. Voilà. Parce que l'être humain est l'image directe. Non seulement l'être humain reflète Dieu, mais il le réfléchit. Il a conscience d'être conscient. Il a un dialogue, toi et moi, avec Dieu. Il est co-créateur. Il n'est pas simplement le serviteur de Dieu. Il est son enfant et son héritier. Oh, ça va loin, ça. Et donc, les principes distinguent, alors ça c'est très important comme notion, le règne indirect et le règne direct. Le règne direct, c'est quand on a atteint la perfection. Pour prendre un exemple, règne indirect, vous apprenez à faire vos gammes au piano, le solfège, etc. Règne direct, c'est la personne qui joue son clavier les yeux fermés. Même pas besoin de la partition, tout ça, il joue par cœur. Et en plus, bon, c'est génial, quoi. Il y met une touche de folie. Bon, là, vraiment, vous êtes subjugué. Vous dites, c'est un génie du piano, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça, en fait. Alors, ce mot de perfection nous fait un peu peur. Mais en fait, Kant en a parlé, malheureusement, sa citation n'apparaît plus. Enfin, disons, voilà, Kant, il disait que l'essentiel dans l'éducation, c'est la perfection des facultés de l'être humain. Alors ici, vous avez le grand tableau à retenir de ce soir. C'est donc les idéaux de l'éducation, les types d'éducation et l'image idéale de l'être humain. La première bénédiction, soyez féconds. Il s'agit de parfaire notre individualité. C'est ce qu'on appelle l'éducation du cœur. Et le but, en fait, c'est de devenir une personne de caractère. Alors, il y a eu plusieurs buts dans l'histoire. Par exemple, on parlait du gentilhomme avant, de gentleman en anglais, hidalgo en espagnol. Bon, c'est la personne bien, quoi. En général, d'ailleurs, c'était plutôt des types masculins, on va dire, des modèles, voilà, avec des statues qu'on voyait dans les squares, faire comme monsieur un tel qui a sa statue quelque part, voilà. Bon, il y avait beaucoup de modèles masculins, je dirais, et ça, on a manqué de modèles un peu féminins. Mais voilà, il s'agissait d'aller vers la bonne personne, je dirais, sur le plan moral, la personne bien, quoi. Alors, pas forcément un saint, ou ni même un héros, mais quelqu'un de bien. La deuxième bénédiction, c'est multiplier, parfaire la famille, l'éducation des normes ou du logos, et plus qu'un simple bon père de famille ou mère de famille, devenir en général un bon citoyen. Et puis la troisième bénédiction, soumettez la terre. La troisième bénédiction, parfaire le règne, c'est l'éducation de la maîtrise. Alors là, il y a un mot qui va vous faire sursauter, on dit être un génie. Disons, oui, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Quand on dit que quelqu'un a le génie du football, ça ne veut pas dire qu'il est aussi bon que Maradona ou Lionel Messi. Mais voilà, il est doué pour la balle, quoi. Il aime taper dans le ballon, c'est son truc. Et puis par contre, son petit frère Luc, c'est plutôt un génie des maths, il adore ça. Puis alors la petite sœur, c'est la musique, quoi. C'est le génie au sens de, c'est l'aptitude, quoi, si vous voulez. Il ne faut pas le prendre au sens de génial, forcément, quoi. Voilà. Alors, le fondateur de notre mouvement, le révérend Moon, a dit un jour, la spiritualité ne se limite pas à la vérité.
une vie spirituelle déborde la simple vérité. Les enseignements, idéologies reposent sur la vérité, mais la spiritualité est faite de vérité autant que de cœur. Le cœur est absent des idéologies. La spiritualité, par contre, a un riche contenu interne, tel l'amour silencieux qu'on trouve entre parents et enfants. Il y a quelque chose en plus que la logique et les théories. Telle est la spiritualité. Mais ce n'est pas le cas des doctrines. Une doctrine est le fruit d'une organisation ou d'un groupe. Elle n'est pas un fruit du cœur. Donc, même pour les mouvements religieux, c'est très important de savoir ça. Quand on veut former des jeunes dans sa foi, on ne peut pas se contenter d'enseigner les dogmes. Ah ben tu sais, dans notre église, on croit en ceci, cela, voilà notre credo. Tu connais, hein? Tu as appris tout ça, tu as lu ton catéchisme. Ah non, ça ne marche pas comme ça en fait. Ou alors les traditions, il faut participer aux rites. C'est vrai que c'est important, mais la spiritualité, c'est avant tout un éveil, éveiller la curiosité, avoir envie de se rapprocher de Dieu. Et dans tous les domaines, c'est pareil. Les enfants doivent sentir que les parents vraiment ont cette spiritualité dans l'éducation. Le professeur aussi. C'est pour ça que dans un cours, il y a un côté acteur. Le professeur c'est un peu du théâtre à la limite. Il doit animer, quoi. Il doit rouler des grands yeux, il doit baisser le ton, chuchoter, arpenter la salle. C'est vraiment dramatique, en fait. Il a entre les mains les enfants. Bon, s'il se contente de prêcher depuis sa chair, ce n'est pas tellement intéressant. Les enfants, ils aiment le professeur qui joue son rôle, qui est passionné, qui transpire, qui vraiment vit un drame au tableau. Il exprime vraiment sa foi dans les grands textes de la littérature. Il est passionné d'enseigner la musique. Les enfants se disent « Oh là là, quel maître on a !» Mais c'est formidable, il s'investit totalement. Bon, si le maître est un simple fonctionnaire, ça va pas le faire, quoi, s'il n'a pas de passion, en fait. Il faut avoir une vocation, en fait. Ah, pardon, il y a… Oh là là, qu'est-ce qui m'est arrivé là? Oui, pardon, je suis un peu perdu. Attendez. Oui, voilà. Alors, quelles paroles font mûrir? Eh bien, justement, quand le maître parle ou le parent, l'enfant doit sentir une union de l'émotion et de l'intellect. Si le professeur de maths se contente de m'enseigner des équations, ça ne va pas trop m'intéresser. Je dois sentir son cœur là-dedans. Et puis, je dois me dire, mais maître, ça mène où 2 plus 2? Ça sert à quoi? Il doit m'expliquer à quelle action ça va servir. Si c'est purement cérébral et intellectuel, l'enfant, ça ne l'intéresse pas beaucoup. Il veut savoir où ça mène. Donc, de même, les parents, ils veulent transmettre des choses et l'enfant, il dit, mais c'est quoi le sens de tout ça? Pourquoi il faut que je range ma chambre? Je n'ai pas bien compris. Alors, justement, les parents doivent expliquer, etc. Bon, pas trop non plus. À un moment donné, il faut quand même faut que ça se fasse, quoi. De même, le maître et l'apprenti. On doit toujours expliquer le bien fondé et on doit mettre de l'émotion autant que de l'intellect. Alors, rapidement sur la première bénédiction, bon, vous connaissez tous, mais globalement, il doit y avoir un équilibre entre la personne spirituelle et la personne physique, la croissance physique, donc on a parlé du sport, qui est important, l'éducation physique, et puis la recherche des valeurs pour la personne spirituelle, la vérité, la beauté et la bonté. Ce qui est très important dans les principes de l'unification, c'est que cette notion que la personne spirituelle ne peut se développer que sur la base de la personne physique. On doit étudier et comprendre avec l'intellect, valider avec le cœur et l'intuition, pratiquer et incarner. Il ne s'agit pas simplement de croire ou d'agir, mais d'incarner la parole et d'être. Alors, vous avez ce schéma que vous connaissez tous. Vous avez donc la personne spirituelle qui reçoit de Dieu la vérité, l'amour de Dieu, des éléments de vie. Et ça ne suffit pas pour grandir spirituellement. La personne spirituelle a besoin des éléments de vitalité venant de la personne physique. Ce sont les bonnes actions. Alors, il ne s'agit pas d'agir pour agir. La personne physique la personne spirituelle étudie des textes, par exemple, vous étudiez l'Évangile ou je ne sais pas, un texte sacré, et vous dites comment pratiquer ça. Et vous essayez de faire de votre corps un disciple de votre esprit. Et vous essayez d'apprendre par l'action, sur le tas, en agissant.
Et il ne s'agit pas d'être un activiste, mais de faire quelque chose qui vous permette de comprendre certaines vérités spirituelles. Ce n'est pas évident d'aimer son ennemi. Qui vous prouve que ça marche? Il faut essayer. La première fois que vous essayez d'aimer votre ennemi, ça ne marche pas, c'est encore pire. Mais alors, c'est le texte qui est faux, on ne peut pas aimer ses ennemis. Après, non, j'ai du mal à m'y prendre quand même. Il faut que je refasse tout ça. Bon, aimer son ennemi. D'accord, ok, je vais faire ça plus sérieusement. Et la deuxième fois, ça marche. Et là, vous dites, oh, mais c'est génial, ça m'ouvre des possibilités, ça. Ah, attends, attendez, je dois... Mince, attends, arrêtez le partage. Oui. Excusez-moi, il y a mon technicien qui vient me dire que j'ai perdu le PowerPoint. Voilà, excusez-moi. Hein. Excusez-moi, je suis vraiment confus. Heureusement que... Voilà. Vous voyez? Oui. Excusez-moi hein, pour cette interruption. Donc, la personne physique, alors bon, par ailleurs, elle a besoin d'air, de lumière, d'eau et de nourriture. Et voilà, elle transmet des éléments de vitalité à la personne spirituelle. Donc, quand on éduque pour la première bénédiction, on doit éduquer en sagesse, c'est-à-dire développer l'autonomie, l'autorité naturelle. Alors, c'est très important, la bonne image de soi. Hein. C'est-à-dire que les parents ne doivent pas chercher à avoir des enfants modèles. Il y a dans cette famille, tout est très conformiste. Alors, l'enfant, il semble se modeler sur l'éducation des parents, mais à un moment donné, il rejette tout ça. Hein. Une fois qu'il a l'occasion, il va rejeter ce modèle. Il a fait comme si, mais en fait, c'était de l'imitation pure et simple. Hein. Il ne s'est pas identifié à ça. À un moment donné, il largue tout. Voilà. Et donc, il doit y avoir l'harmonie entre l'esprit et le corps, les paroles et les actes. Il faut être fiable, il faut aider la personne à devenir responsable. Il ne faut pas en faire quelqu'un un bon exécutant, mais il faut laisser parfois les enfants trouver par eux-mêmes, quitte à ce qu'ils s'énervent et ils se disent « j'y arrive pas », etc. Il faut le laisser un petit peu trouver par lui-même. Alors, c'est très important aussi de développer chez les jeunes le sens de l'altruisme, le don de soi, la vie publique. Et puis, les éduquer aux valeurs, la vérité, la beauté et la bonté. Parlons un petit peu de l'éducation des normes. Je vais parler un tout petit peu, si j'ai le temps, de l'éducation des sentiments. Il faut savoir que Dieu, c'est un Dieu de cœur essentiellement. Et ce qu'il souhaite le plus pour l'être humain, c'est la pratique de l'amour vrai, que l'être humain soit comblé en amour. Pour notre Créateur, le plus important pour l'homme et la femme sur Terre, c'est d'arriver à s'aimer, de créer un couple et de se comporter conjugalement comme des deuxièmes créateurs capables d'avoir des troisièmes créateurs. Et tout ça, en fait, c'est une affaire de sentiment. Ce n'est pas parce que c'est la volonté du Dieu absolu, ça ne marche pas comme ça. Il faut que l'être humain y mette tout son cœur, qu'il ait envie. Il a vraiment envie d'aimer Dieu, il a envie d'aimer son conjoint, ses enfants. C'est une affaire de cœur, il y met ses sentiments et son âme. Et donc, la crise actuelle, pour moi, c'est une crise des sentiments. Le monde est malade au point de vue des sentiments. Dans le monde actuel, il y a beaucoup d'émotions, il y a des sensations, mais le sentiment s'appauvrit. L'Occident a mis 2000 ans à développer des sentiments profonds. C'est venu dans les temps modernes, notamment à l'époque, je dirais, pré-romantique et romantique. C'est là que les Européens ont commencé à développer la sensibilité, pas seulement l'éducation sentimentale, c'est-à-dire pour se préparer au mariage, mais on a commencé à valoriser les sentiments intimes, que les parents aiment leurs enfants chaleureusement, n'aient pas forcément trop d'enfants, mais s'occupent bien d'eux, et un temps de qualité. Alors, il y a des historiens qui ont parlé justement de l'histoire des sentiments. C'est profond, ça. Et ce sont des choses à étudier. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'éducation sexuelle. Alors, les enfants disent, mais on connaît tout ça, l'anatomie, on voit tout ça sur la vidéo. Mais est-ce que vous pouvez nous apprendre quel sentiment un jeune homme doit avoir pour une jeune fille? Ça nous intéresse. Est-ce que quelqu'un peut nous enseigner quelque chose là-dessus? Quel sentiment devrait avoir une jeune fille pour un jeune homme? Avant, il paraît que c'était très beau. Les gens avaient des sentiments très profonds. On n'a pas l'impression que c'est le cas aujourd'hui. Tout le monde a l'air un peu anesthésié.
pressés d'aller au lit, de coucher ensemble. Mais les sentiments, ça semble avoir existé jadis. Nos grands-pères et nos grands-mères, ils avaient un peu plus de sentiments que nous, il paraît. Voilà. Donc, je pense que les sentiments, c'est quelque chose qui est très important, hein. Il doit y avoir une éducation des sentiments. Alors, dans notre modèle, on parle des 4 sphères du cœur et des 3 royautés, parce que ça se fait sur 3 générations. Dans l'idéal, il doit y avoir les grands-parents, les enfants et les petits-enfants, la relation entre mari et femme, entre frères et sœurs. Et alors, justement, j'en arrive à une autre notion. Éduquer, c'est, en fait, la reproduction, c'est très important. Mais justement, beaucoup de gens se disent, alors qu'est-ce qu'on reproduit? Est-ce qu'on reproduit une classe sociale, un milieu, une caste, une tradition, un modèle culturel ou national? Justement, notre fondateur, le révérend, dit non, rien de tout ça. On doit en fait reproduire l'amour vrai de Dieu qui transcende tout ça. On doit reproduire l'image divine et le caractère divin. On ne doit pas chercher à reproduire des modèles humains, hein. C'est pour ça que le révérend Moon disait qu'à la limite, la crise de l'éducation, elle est inévitable, hein, parce que nous ne sommes pas dans un monde où Dieu est le centre. Alors généralement, on disait, tu feras comme un tel a fait, tu croiras ce que nous avons cru, mais nous disons, tu seras ce que Dieu nous demande d'être, de bonnes personnes. Et c'est pour ça que la crise de l'éducation est tellement violente aujourd'hui. Il faut que le monde découvre l'idéal de Dieu. Alors, on a beaucoup insisté jadis sur l'orthodoxie, la pensée juste, avoir des bonnes théories, ou parfois l'orthopraxie, l'action juste. Il y a un terme qui manque, que j'appellerais l'orthophilie, le sentiment juste. Aujourd'hui, nous souffrons terriblement. C'est une maladie du 21e siècle, c'est que les sentiments se sont appauvris. Nous n'arrivons plus, enfin, la machine à sentir est vraiment cassée, quoi, hein. Et donc ça, c'est la chose qu'il faut réparer en premier. Et l'éducation du sentiment se fait en famille, dans l'école de l'amour, grâce à la dynamique des 4 sphères du cœur et des 3 royautés. C'est pour ça qu'on doit développer l'art de la conversation. Nietzsche disait que le plus important dans le mariage, c'est la conversation. André Mauroy disait aussi, un mariage, c'est une longue conversation. Alors, en anglais, il y a le terme bonding. C'est vraiment, c'est souvent, les femmes sont douées pour ça. C'est vraiment l'échange cœur à cœur, toi et moi. Les hommes sont doués pour parler de choses et d'autres, de l'actualité. Les femmes arrivent plus à parler d'elles-mêmes. Alors, qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? Les hommes sont un peu plus difficiles d'ouvrir leur cœur comme ça. Mais donc, c'est très important de développer la conversation intime, d'avoir des échanges personnels avec les gens, pas simplement de parler de choses et d'autres, mais d'arriver à exprimer son cœur. Oui, ça, c'est vraiment important. Vous savez, j'ai découvert qu'il y a en France un festival de la conversation. Alors, le but, c'est d'avoir des conversations intéressantes. Alors, vous allez dire, mais c'est des professionnels, c'est des acteurs. Alors, oui, dans un sens, mais ils apprennent à bien converser. Et il paraît que ça a un effet incroyable. Les gens sortent de là complètement, c'est presque une expérience religieuse, quoi. Ils se disent, mais pourquoi on n'arrive pas à converser aussi bien? Un autre exemple, j'ai vu qu'en Chine, parfois, dans les enterrements, les gens n'arrivent pas à pleurer. On les a tellement appris à réprimer leurs émotions. Alors, on est obligé de faire venir des pleureuses professionnelles. Bon, allez, maintenant, on va pleurer le mort. Mais on ne sait pas comment, on n'a pas appris à pleurer. Bon, ben, il y a des pleureuses professionnelles. Et voilà, ça déclenche des pleurs. Vous voyez, c'est le monde actuel, c'est difficile quand même, hein. Voilà. Alors, je ne vais pas parler de ça, je n'ai pas le temps. Il y a une phrase dans les principes divins, c'est à la fin du cours de Moïse et de Jésus. Je voudrais vous parler de ça. L'explication la plus profonde du but de Dieu pour la création se révèle surtout en termes de lien de cœur. Dieu, notre parent invisible et intérieur, a créé les êtres humains pour être ses enfants substantiels. Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu pour être ses partenaires objets substantiels selon le modèle de ses caractéristiques duales. En tant que premiers partenaires objets substantiels de Dieu, ils étaient censés être les parents de l'humanité. Ils auraient dû devenir mari et femme, donner naissance à des enfants, les élever et former ainsi une famille qui réunisse
le cœur des parents, celui des conjoints, des frères et sœurs et celui des enfants. Leur famille aurait manifesté le véritable amour parental, le véritable amour conjugal, le véritable amour fraternel et le véritable amour filial. Cela aurait dû être le fondement des 4 positions, réalisant le but des 3 partenaires objets. Ce passage nous montre que le but ultime de la religion est de créer de vraies familles. Tant que nous en resterons à des dogmes religieux, une spiritualité dogmatique, eh bien le monde restera malade. Toute la spiritualité doit nous aider à créer de vraies familles, en fait. Voilà. Je voudrais, pour terminer, citer un très beau texte de Ernest Renan, l'un des plus grands textes politiques jamais prononcés, qui s'appelle « Qu'est-ce qu'une nation ?» Et il explique le rôle de la nation dans l'éducation. Le rôle, alors ce qu'on pourrait appeler une bonne éducation nationale. Ernest Renan était un grand auteur et le texte qu'il a écrit, « Qu'est-ce qu'une nation ?» est un chef-d'œuvre. Je voudrais juste vous citer quelques passages. Il dit ceci: « Une nation est une âme, un principe spirituel. 2 choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs. L'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis. » Donc l'éducation nationale, en principe, consiste à savoir d'où nous venons, ce que nous avons reçu de nos ancêtres, et à le faire vivre aujourd'hui. Mais quand Renan dit qu'une nation est une âme, un principe spirituel, il ne fait allusion à aucune religion d'État. Au contraire. Et la nation à laquelle dont nous parlons, c'est une nation qui doit faire partie de ce qu'on appelle Chonilguk, une nation universelle. Par exemple, bon, la France républicaine, si vous voulez, d'accord, mais avec des valeurs universelles. Un échantillon de culture universelle. Bien sûr, avec la touche française, ça c'est normal. C'est quand même une éducation qui doit être adaptée, si vous voulez. Mais il ne s'agit pas d'un moule nationaliste. C'est un patriotisme universel, si vous voulez. Alors, ensuite, Renan continue et il dit une nation est l'aboutissement d'un long passé d'efforts, de sacrifices et de dévouement. Un passé héroïque de grands hommes, de la gloire. Voilà le capital social sur lequel on assied une idée nationale. Avoir des gloires communes dans le passé, une volonté commune dans le présent. Avoir fait de grandes choses ensemble. Vouloir en faire encore. Voilà les conditions essentielles pour être un peuple. Donc, c'est très important d'avoir cette idée d'une éducation nationale. C'est pour ça que, bien sûr, il y a l'idée d'éducation à la maison, c'est bien, mais on ne doit pas abandonner la noble idée, en fait, d'avoir une éducation nationale aussi, si c'est possible, malgré les défis que ça représente. Parce que, en principe, la nation est quand même un élément très, très important, en fait. Alors, il termine en disant « Le chant spartiate, nous sommes ce que vous fûtes, nous serons ce que vous êtes. » Et dans sa simplicité, l'hymne abrégé de toute patrie. Elle suppose un passé. Elle se résume pourtant dans le présent par un fait tangible. Le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie commune. L'existence d'une nation est un plébiscite de tous les jours, comme l'existence de l'individu est une affirmation perpétuelle de vie. Donc, je pense que nous devons chercher à influencer nos nations, l'éducation nationale, de toutes nos forces, pour que notre pays continue à transmettre ce qu'il a reçu de meilleur. Tout n'est pas nul dans l'éducation française, bien au contraire, il y a des choses admirables. Simplement, elles sont aujourd'hui parasitées. Donc, nous devons dire aux enseignants en France, essayons de revenir à des choses saines, pas passéistes, mais qui nous aident à trouver notre place dans le futur. 2 mots sur la créativité et la maîtrise. Donc, il s'agit de la domination sur le monde naturel. Je rappelle que la créativité, il y a 2 aspects. Il y a le fait d'inventer, en fait, la créativité, la conception, l'invention, être inspiré, avoir des idées de nouveaux produits. Et ensuite, il y a la capacité de les créer, ce qu'on appelle la dextérité, la virtuosité. Vous avez par exemple de très grands
très grands compositeurs, mais qui n'ont pas été musiciens eux-mêmes. Mais la plupart des grands musiciens, en fait, avaient les deux. Hein. C'est à la fois des génies de la composition et de très grands virtuoses, quoi. Et donc, la vraie créativité, c'est l'unité des deux. Hein. Il faut être inspiré, mais il faut aussi beaucoup de travail. Voilà, j'espère que pas... Oui, 20h15 pile. Merci beaucoup, je suis vraiment reconnaissant et on passe aux questions-réponses de la deuxième partie. Voilà. Oui. Juste un peu humoristique dans le sens et futur. Oui. Tu parles la touche française. Oui. Et dans un grand futur, il n'y aura plus la notion de nation, de frontière. Alors, comment tu vois ça dans... Alors, en fait, c'est difficile à dire. Est-ce que la nation est un phénomène du monde déchu? Pas forcément. Alors, l'État national, sans doute. Mais est-ce que... Alors, moi, je pense que dans le royaume de Dieu, il y a une sorte... Le royaume de Dieu, c'est une nation en Dieu. Alors, je ne sais pas si on appellera ça encore des nations ou des provinces, mais il y aura, je pense quand même, des traditions nationales. Ce ne sera pas un monde totalement homogène, je ne crois pas en tout cas. Il y aura des provinces, si on peut dire, hein, et ça sera une bonne chose. Il y aura des touches particulières, je pense. C'est beaucoup dû à la géographie, au climat, à plein de choses, quoi. Oui. Ça sera comme un grand bouquet de fleurs. Je pense que ça ne sera pas uniforme. Ouais. Oui, non, je ne vois pas comme uniforme, mais oui. De dire la touche française, touche japonaise, touche machin. Alors oui, bah, disons que c'est difficile à dire. Même dans notre mouvement, il y a plusieurs théories là-dessus. Hein. Mais je crois que il n'y aura pas une abolition des cultures nationales. Enfin, je ne sais pas comment formuler le problème, hein, mais je pense qu'il y aura quand même un cadre, un minimum de cadre national. Mais c'est mon opinion. Oui. Bonne question, en tout cas. Laurent? Oui, oui. Oui. Donc là, pour moi, la question que je veux vraiment comprendre, oui. Parce que là, l'éducation universelle, oui. De cœur et de normes. Donc, ça, c'est quelque chose que tous les êtres humains doivent recevoir. Oui. Ça veut dire que c'est vraiment universel. Oui. C'est universel. Donc, l'éducation du cœur, évidemment, ça se fait dans la famille. Oui. Avec oui. Les 4 grandes sphères du cœur oui. et les 3 grands sujets, et les objets, voilà. Et donc là, mais les normes. Donc, quelles sont les normes universelles qu'un enfant doit apprendre? Parce que ça, c'est quelque chose qui est la base de leur éducation. Donc, l'éducation à l'école doit reprendre et renforcer ces normes, évidemment. Mais ça veut dire que ces normes sont universelles. Oui. Donc, comment peut-on décrire ces normes universelles et fondamentales que chaque être humain doit vraiment, leur personnalité doit être basée dessus. Oui. Alors, en fait, ce sont des normes, je dirais, naturelles. Par exemple, l'enfant, normalement, a un respect naturel pour ses parents. Hein, et la piété filiale, c'est un amour vertical, ascendant exclusif. Nous n'avons qu'un seul papa et une seule maman. Donc, ça implique des normes très précises. Le respect, la piété filiale, une forme d'admiration aussi. Alors, évidemment, il y a des enfants qui n'ont pas cette expérience. Mais c'est très important, justement, d'éveiller chez l'enfant un très grand respect, en fait, de ses parents. Voilà. Ensuite, les normes de l'amour horizontal. On dit que l'amour fraternel, c'est un amour horizontal et multiple. Donc là, on apprend des notions très importantes comme le partage, la solidarité, les jeux ensemble, le fair play aussi, reconnaître ses erreurs, etc. quoi. Et c'est très important justement qu'il y ait une... comment dire? Les parents doivent un peu mettre en scène ça, c'est-à-dire faire en sorte que les enfants jouent beaucoup entre eux. Hein. Une maison où chacun est dans sa chambre, et les parents doivent s'organiser pour que les enfants se retrouvent le plus possible ensemble. Quand je suis en Afrique, je suis étonné de voir combien les enfants jouent entre eux. C'est fantastique de voir ça.
intergénérationnel. Alors, je vois des enfants de tout âge qui jouent ensemble avec n'importe quoi, avec une roue de bicyclette, ça y est, ils jouent ensemble. C'est très beau de voir cette interaction, quoi. Et puis, l'amour sexuel, enfin, l'amour conjugal comporte la dimension sexuelle. Et là, il y a une norme qui est très importante, c'est la fidélité. On dit que vraiment, l'homme ne doit aimer qu'une seule femme, la femme ne doit aimer qu'une seule femme. Et puis, il y a la norme, en fait, les normes de l'amour parental, c'est l'amour vertical, descendant et multiple. Et donc, la norme ici, c'est que les parents doivent être capables d'amour inconditionnel. Et alors aussi un amour désintéressé, parce que, bien sûr, les parents projettent des attentes, et en même temps, le parent ne doit pas être possessif. Ça, on le voit tous. Si on veut imposer un cadre, il faut accepter que nos enfants vraiment aient un libre arbitre, nous tiennent tête dans un sens. C'est difficile à trouver l'équilibre. Mais en tout cas, c'est ce vers quoi on doit aller. Alors, je n'ai pas eu le temps de développer, malheureusement. Je le ferai plus dans le cadre de la conférence sur l'éthique. On parlera justement de ces normes. En fait, on pourrait dire la grammaire de l'amour, les règles du savoir aimer. Erich Fromm avait écrit un livre très, très beau qui s'appelle « L'art d'aimer ». C'est un livre magnifique, l'un des plus grands livres du XXe siècle. C'est un livre très simple, en fait. Et Erich Fromm dit, voilà, aimer, ce n'est pas si naturel que ça s'apprend, quoi. Justement, il y a une notion, alors ce n'est pas facile à traduire en français. On appelle ça « emotional literacy ». Littéralement, être éduqué sur le plan des émotions. Donc, il y a aujourd'hui de plus en plus de personnes qui se sentent analphabètes du point de vue des sentiments. Elles ont vraiment un cœur sec et froid, quoi. Elles disent, je n'ai pas appris à aimer. Aimer me fait peur. J'ai peur de l'intimité. Je ne sais pas comment être à l'aise avec les gens. Je panique, quoi. Il y a de plus en plus de gens qui se sentent très seuls et qui ne se sentent bien qu'avec un téléphone portable. Par exemple, la compagnie d'autrui ne les met pas à l'aise, quoi. Voilà. Donc, pardon, juste pour terminer, oui. Désolé, parce qu'il y a Augustin qui veut dire quelque chose. Ah oui, pardon. Donc, oui. Il veut dire donc que les normes et les quatre grandes sphères du cœur, les relations dans la famille sont actuellement plus liées, en fait. Oui, tout à fait. Donc là, c'est pourquoi la famille est vraiment la base de toutes les normes, en fait. Oui, exactement. Donc, voilà, oui, et c'est ça l'éducation universelle, en fait, pour tous les enfants. Oui, c'est ça. Et justement, c'est un très grand tort du monde actuel de dire que la famille est une sphère privée. C'est une aberration. Parce que, en fait, ce qui est intime et personnel est très universel. On voit que, justement, tout se joue dans le cadre familial et le destin même de la personne la plus remarquable se joue en famille. Ça, c'est très clair, quoi. Ouais. Alors, une question de Augustin, je crois. Oui, merci. Bonsoir, merci. Augustin. Bonsoir, Laurent. Bonsoir. Et merci beaucoup pour ce travail. Alors, moi, je suis à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Je te suivais quand j'étais dans la voiture. Bon, là, je suis à la maison. Merci. J'ai une question. Alors, le problème de l'éducation que tu as relevé cet après-midi, où tu as parlé de l'éducation dans les deux sens, c'est-à-dire que l'être intérieur et l'être extérieur. C'est-à-dire que l'éducation, the whole education, donc de la personne entière, l'éducation de la personne entière. Et aujourd'hui, quand on regarde quand même tout ce que l'Europe a hérité sur le plan éducationnel, et là où elle est aujourd'hui par rapport au train de vie mondial, nous avons compris quand même qu'il y a un grand dérapage, n'est-ce pas? Oui. Un grand dérapage sur tous les plans. Alors, c'est-à-dire que moi, mon souci, c'est que vous avez ce manuel éducationnel qui est très puissant. Et quel est le plan d'action ou comment vous êtes en train de vous y prendre de manière à ce que cette éducation peut se retrouver au niveau élite. Au niveau élite, parce que les décisionnels, c'est eux. Les décisionnels, c'est eux. Et il faut que cette éducation se retrouve au niveau élite. Et sur le plan élite, ils prennent cette responsabilité
non seulement de s'auto-éduquer, de sortir du cadre et de permettre à ce que le reste de la population puisse suivre petit à petit. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'inverse plutôt qu'on remarque. C'est-à-dire que l'Occident, avec tout ce qu'elle a hérité, aujourd'hui, au lieu d'être le train de vie, la locomotive vers une direction positive, elle devient la locomotive vers une direction négative. Oui, alors, comment UPF peut se mesurer à ces gens-là, à ces gourous-là, et pour permettre à ce que cette éducation se retrouve au niveau de l'élite? Oui, c'est une question fondamentale. Je dois reconnaître qu'on est loin d'accomplir notre responsabilité, enfin nos fédérations. Nous n'avons pas encore énormément d'influence, je dois le dire. Hein. C'est parce que la société n'est pas très ouverte, pas seulement à nous, hein, mais de manière générale, le point de vue chrétien, il existe encore en France, par exemple, ou en Occident, mais c'est difficile Alors, il y a les écoles confessionnelles. Hein. Il y a les écoles confessionnelles. Demain, justement, j'invite pour un autre programme une dame qui est chargée d'éducation religieuse dans une école catholique. Et c'est vrai que là, alors les écoles musulmanes aussi, les valeurs sont mieux tenues. Mais en même temps, je dirais que c'est presque un échec parce que les personnes, du coup, n'ont de moins en moins confiance dans l'éducation nationale. Et donc, c'est grave. Nous, on ne peut pas dire à la société, bah, écoutez, mettez tous vos enfants dans des écoles privées. C'est pas... Alors, je dois dire que pour l'instant, nous n'avons pas encore des outils assez puissants. C'est une grosse responsabilité qui nous est confiée. Hein. Et moi, je suis vraiment... J'ai travaillé, par exemple, pour AIF, à un moment donné, qui avait fait un très bon travail en Chine et en Russie. Pour moi, ça allait dans le très bon sens. Malheureusement, ces programmes n'ont pas pu continuer pour différentes raisons. Nous ne sommes pas encore arrivés à créer des programmes suffisamment attractifs. Il y a beaucoup de gens dans notre mouvement qui y réfléchissent. Hein, et pour l'instant, on n'a pas encore trouvé la formule. Hélas, hélas, hélas. Voilà. Et désolé pour le mauvais exemple que le monde occidental donne. Nous avons conscience de ça. Je me mets à la place justement du continent africain qui est bombardé par des programmes souvent totalement aberrants, quoi, hein, qui même en Occident suscitent de plus en plus de révoltes. Les gens ne veulent pas de ce qu'on leur impose, quoi. Oui. Voilà. D'autres questions? Alors, il y a peut-être dans le chat. Alors, je regarde, discussion. Attendez, voilà. Alors, Michel Marmier, oui, Michel, c'est à toi. Oui, juste une question. Avant de parler d'éducation, est-ce qu'on ne pourrait pas parler de rééducation avant toute chose? Parce oui. que ce qui se passe en ce moment, c'est que c'est une maladie de l'âme. Oui, oui. Alors, si l'âme est guérie, on peut parler d'éducation. Oui, oui, oui. C'est très important. Le monde actuel est parti. Alors, il y a une culpabilité très forte parce que jamais on a investi autant dans l'éducation. C'est une passion moderne. La passion d'éduquer est tellement forte de nos jours. Des milliards de dollars sont investis là-dedans. Tous les États s'y mettent. Et il y a une mauvaise conscience. Alors, le monde entier est malade et se dit, mais c'est une machine folle. Hein, on est en train de perdre le contrôle. Et il faudrait une sorte de repentir collectif, vraiment profond, quoi, que les gens fassent leur mea culpa et que nous tous, alors notre mouvement y compris, hein, disent, mais vraiment, il faut qu'on fasse marche arrière, que tout le monde devrait se dire, nous n'avons pas réussi notre mission, il devrait y avoir des débats dans ce sens. Ça serait douloureux, forcément, il y aurait des remises en cause, je pense, hein, mais il faudrait que tout le monde s'y mette, les écoles, les parents. On peut faire ça d'ailleurs au niveau local. Je pense que dans certaines villes, on pourrait organiser des sessions où les parents, les professeurs, les éducateurs religieux disent, voilà, on aurait aimé mieux faire. On regarde ce qu'on a fait, notre copie n'est pas bonne, quoi. On n'a pas bien réussi ce qu'on voulait. Et je pense que s'il y avait cet esprit d'ouverture,
ça aiderait beaucoup. Peut-être qu'on pourrait stimuler ça justement au niveau local, des réunions d'éducateurs où les gens, voilà, ils font le point sur ce qu'ils ont plus ou moins bien fait, quoi. Rééducation, je suis d'accord. Ouais. Ben, Jésus a été un rééducateur, hein. Il est venu dans une société où l'éducation était très importante. Et puis, il a dit au maître du judaïsme, mais vous avez tout faux là. Il faut tout revoir, quoi. Il a été un rééducateur. Socrate aussi était un rééducateur. Alors, une dernière question peut-être de Pierre Beauregard, parce que je vois que l'heure tourne, on est à 20h30. Pierre, c'est à toi. Oui, merci Laurent. Quand tu peux souligner IEF, je pense, c'était oui, en oui. Russie, et puis il y a les livres dans upf.org Oui. qui sont Discovering the Real Me. Oui. Alan Sanders est bien impliqué avec ça. Il fait des beaux programmes à Belize, entre autres. Oui. Il est en lien avec Philbert Secca, il était en tout cas. Oui. Et puis, c'est l'éducation du caractère. C'est ça qui manque. Hein? On a une éducation à la sexualité dans nos écoles, puis c'est un désastre absolu. Oui. Oui. C'est une destruction du caractère, en fait. Oui, oui. Alors, mais malheureusement, que ça avait été arrêté, comme tu dis. Il y avait aussi Pure Love Alliance qui faisait un bon travail. Oui. Et tout a été comme arrêté dans les années 90. Alors, oui. Il faut reprendre, il faut repartir à la case de départ, comme tu disais. Alors, il faut reprendre ces choses-là, je pense. Ce qui était formidable avec IEF, International Educational Foundation, c'est que il y avait un contrat qui était fait avec les ministères de l'éducation en Russie et en Chine, et avec les ministères de la santé aussi. Donc, il fallait vraiment s'intégrer dans le système et faire ses preuves. À partir de là, on avait une grande marge de manœuvre. IEF pouvait développer ses programmes avec toute sa créativité, son langage, à condition de ne pas parler de Dieu. Hein. Attention, c'était aussi l'objectif, quoi. Mais à partir du fait qu'on acceptait ce cadre académique, et il y avait obligation de publier les actes des colloques, parce qu'il faisait énormément de colloques académiques avec d'autres professeurs, et nous mettions sans cesse à l'épreuve nos idées. C'était pas, voilà, on a trouvé la bonne... On disait constamment aux gens, qu'est-ce que vous en pensez? Et les professionnels disaient, oui, c'est pas mal, mais il va falloir... Je pense que c'est vers ça qu'on doit aller. Nous-mêmes, avoir l'humilité de faire tester nos produits par des professionnels. C'est peut-être que parfois, on est un peu trop impatient. On veut aller trop vite, se passer des labels, des cachets, tampons de telle administration. On est persuadé d'avoir toute la science, quoi. Or, je pense qu'il faut qu'on soit humble, qu'on crée des partenariats avec d'autres personnes. Oui. Voilà. Écoutez, il est maintenant 20h32. Alors, d'abord, je vous remercie. Si certains veulent rester un peu plus, poursuivre cette discussion, et sinon, je voudrais vraiment remercier tous les participants. Je ne me souviens pas exactement de quoi on parlera la prochaine fois. Je pense que ça sera l'éthique. Et ensuite, la théorie de l'art, quoi. Voilà, voilà. Donc, si vous voulez rester à discuter un petit peu, il n'y a pas de problème. Et puis, bonsoir à tous les autres, mais on peut rester encore 15 minutes, hein, si vous voulez. Y a-t-il d'autres questions ou observations? Merci. 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 Il y a beaucoup de monde de différents pays. Une question. Oui, oui. Bonsoir Laurent. Bonsoir, oui, bonsoir Bernadette, ça va? Oui, ça va, merci. Peut-être ce n'est pas une question. Je voudrais savoir tout simplement quelle est la procédure que UPF France ou bien Europe engage pour faciliter l'obtention, comme vous avez dit, ou bien le partenariat, les négociations et le partenariat avec les différents ministères que vous venez de citer, surtout en France, parce qu'il y a quelque chose qu'on ne doit pas se leurrer. Il faut dire la vérité, il faut reconnaître que beaucoup de jeunes Africains ont pour modèle, bien que ce sont des antivaleurs, la France. Ah oui, il n'y a que très peu nombreux qui combattent la France. Et donc, à mon avis, à mon humble avis, l'éducation phare devait être martelée et prise depuis la France, et les jeunes allaient suivre naturellement, les jeunes africains. Si ça commençait au top,
parce qu'ils voient que la France est le top. Si ça commençait au top, les jeunes Africains allaient s'approprier. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et donc, vu sous cet angle, je pense que la France devait initier quelque chose pour voir dans quelle mesure, d'ici 2025, il peut avoir un tel partenariat et qui permettra d'échanges en termes d'éducation, par exemple, de 40 jours, même si on ne parle pas de Dieu, on peut bien enseigner sans parler de Dieu, bien sûr, et éducation de 40 jours des enfants, des Français d'abord en Europe, ou bien, ça se passe très bien avec les Américains, mais on ne voit pas vraiment l'implication des YSP ou bien des jeunes Français en Afrique, et du coup, c'est comme s'il n'existait pas. Et le modèle qui est vu par les enfants africains, c'est beaucoup plus le modèle des jeunes qui sont dans les antivaleurs, qui produisent n'importe quoi sur les réseaux sociaux et qui font avaler ça par nos enfants, par nos jeunes. Oui. Alors, nous-mêmes, ce n'est pas facile de travailler dans l'environnement français, hein. Pas simplement pour notre mouvement. Il y a en France, l'éducation nationale est un peu une chasse gardée en France. C'est un des ministères les plus formatés. D'ailleurs, beaucoup se plaignent que les relations entre les enseignants et les parents d'élèves sont souvent assez pauvres dans le public. Beaucoup d'enseignants en France se comportent un peu comme une caste, hein. C'est un peu dommage. Ce n'est pas le cas partout. Alors, même dans l'éducation nationale en France, il y a des contestataires. Il y a de plus en plus de livres qui paraissent en France proposant un autre type d'enseignement, hein, y compris dans le public, quoi. Je pense que nous-mêmes, au niveau de la FPU, on doit faire un gros effort pour mieux diffuser nos idées. Je pense pas qu'on pourra… Alors, je ne pense pas qu'on va pouvoir faire des partenariats tout de suite. Par contre, je pense que nous pouvons influencer par les réseaux sociaux, etc. Les partenariats, à mon avis, on se fera rejeter. Mais je crois que, justement, il faut utiliser les réseaux sociaux pour diffuser notre influence, que les gens commencent à nous écouter plus, quoi. Oui, ça, j'y crois. Oui, j'y crois beaucoup. Pardon, c'est Joël, juste intervenir dans ce qu'a dit Bernadette, de ne pas parler de Dieu. Je trouve que c'est une aberration. Parce que, pourquoi, moi j'ai vécu 5 ans aux États-Unis, parler de Dieu, ce n'est pas un problème. C'est pour ça qu'on peut parler de tout et on est ouvert. En France, le problème, c'est qu'on ne peut pas parler de Dieu. Et il faut qu'on soit, même si on est rejeté, il faut savoir, bien sûr, parler de lui, pas dans un principe de dogme, mais d'expliquer que Dieu est un parent. Et donc, il ne faut pas éviter de parler de Dieu, sinon on n'arrivera jamais. Oui. Ça, c'est sûr. Si on fait en sorte, on éduque, et on a des relations sans parler de Dieu, bon, le ciment n'est pas là. Enfin, c'est ce que… Voilà. Oui. Alors, tout n'est pas à rejeter, ceci dit. En fait, la France n'est pas un pays si hostile que ça, notamment aux faits religieux. Même des républicains purs et durs s'intéressent à la spiritualité. Tout à l'heure, j'ai parlé de Renan. Lui, il dit « Une nation, c'est une âme, un principe spirituel ». Renan, c'était une personne laïque, au fond, hein. Il se méfiait, alors il se méfiait du catholicisme comme religion d'État. Il était partisan de ce qu'on appelle parfois en France une spiritualité laïque. Jean Jaurès, par exemple, à titre personnel, était très croyant, hein. C'était un homme qui admirait Jeanne d'Arc. Bon, cela dit, il avait des convictions socialistes très fortes. Mais ce n'était pas un républicain athée. Ce qu'il y a, c'est qu'en France, il y a des positions très tranchées, et c'est ça qui fait que souvent le dialogue est très heurté et difficile. Et nous-mêmes, parfois, on n'est pas très diplomates. Je pense qu'il faut arriver à décrisper les débats. Il faut que les gens de différents milieux arrivent à se parler entre eux, apaiser le débat, etc. Il y a beaucoup de gens qui, au départ, se proclament totalement athées, contre Dieu, etc. Quand vous parlez avec eux, ce n'est pas si simple, en fait. Ils aimeraient qu'on leur parle un tout petit peu différemment, quoi. Inversement, il y a des gens qui sont très dogmatiques
et qui n'ont pas beaucoup de spiritualité, à vrai dire. Ils me parlent de Dieu tout le temps, mais ce n'est pas très, très spirituel. Alors, il faut arriver à trouver le bon équilibre dans tout ça, je crois. Ouais. Oui, tu as raison, c'est les dogmes qui gênent le contact spirituel. Voilà. C'est vrai que malheureusement, beaucoup de religieux sont devenus trop dogmatiques. Et c'est ça. La société les repousse, c'est une répulsion. Oui, c'est justement. Donc, alors, quand l'approche est comme ça, très preachy en anglais, hein, le prédicateur, en France, en tout cas, ça gêne énormément. Hein. Alors, les Français sont des gens un petit peu particuliers, mais par exemple, vous pouvez avoir un grand acteur qui va déclamer un très grand texte spirituel, ça va bouleverser les gens. Par exemple, Gérard Depardieu qui lit du Saint-Augustin, les gens sont en larmes. Ils se disent, c'est magnifique, c'est prodigieux, qui a écrit ça, quoi? Parce qu'il y a un acteur qui est là pour ça. Souvenez-vous du film Des hommes et des dieux. Pourquoi ce film a été tellement populaire en France? C'est bizarre, un pays athée comme le nôtre, parce que c'est très bien fait, c'est de très grands acteurs, c'est fait d'une façon admirable, ça touche les gens, voyez? Et c'est ça, il faut aller vers, je dirais, une certaine finesse pour que ça passe, quoi. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Hein. Oui, sinon, ça ne passe pas, quoi. Est-ce que je pourrais ajouter quelque chose? Oui, je t'en prie, je t'en prie. Je vais mettre le site web ici là, de Alan Saunders pour le Character Education. Le site web, malheureusement, n'est qu'en anglais. Je suis vraiment désolé pour la France, les francophonies, mais Culbert Seca, je sais qu'il a beaucoup collaboré, mais moins récemment. Et malheureusement, les livres Discover the Real Me ne sont pas disponibles en français, ce que je sache. Mais ce que je voulais dire, c'est en réponse à Joël, il a vécu aux États-Unis. Je comprends, les Américains sont plus ouvertement croyants. Mais pour ce qui est du programme d'amener quelque chose dans les écoles, Alan Saunders, il est très sensible que ça, on doit pas amener un aspect religieux. On doit pas, parce que ça ne passera pas dans le milieu scolaire aux États-Unis. Alors, mais il fait un enseignement socratique, un enseignement des valeurs, il transmet des valeurs. Et il y a des témoignages merveilleux. Il y a, au Belize, il y a des écoles qui utilisent le matériel de façon active en ce moment et avec des résultats très intéressants. Donc, il y a un peu d'espoir, je pense. Mais pour l'éducation, pour amener quelque chose dans les écoles, il faut quelque part que ça soit neutre du point de vue des croyances, quoi. Donc, amener Dieu, c'est très délicat. Même si on ne peut pas, évidemment, complètement être éduqué sans Dieu, ou je comprends, mais pour le niveau scolaire. Là. Oui. En tout cas, en France, un des biais qui est parfois utilisé, c'est la littérature. C'est-à-dire qu'il y a de grands textes ayant une dimension spirituelle peuvent toucher le cœur des gens. Hein? Oui. Voilà. Je vois que le père Atsudete est avec nous. Vous êtes avec nous? Du Togo. Nous avons un prêtre catholique avec nous ce soir. Vous nous entendez, père Atsudete? Non? Ah, il n'est plus là. D'accord. Dommage. Oui. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres propositions? En tout cas, c'est... En fait, je voulais juste... Je t'en prie, Bernadette, oui? Merci beaucoup. Je voulais juste m'aligner avec ce que vient de dire Beauregard, parce qu'effectivement, si on veut associer tout le monde, et même ceux qui sont très sceptiques, il faut éviter de prononcer le mot Dieu dans une école ou bien dans un atelier qui est purement multiconfessionnel. Et donc, le meilleur mot à utiliser, c'est la nature. Et tout le monde sait que tout le monde, en principe, même s'ils ne le disent pas, savent que derrière la nature, il y a un être qui s'est levé un matin et qui a créé le monde que nous vivons. Donc, du coup, les gens savent que quand on parle de la nature, on parle de Dieu. C'est comme hier, j'étais dans une conférence, je les ai dit tout simplement, pour parler de Dieu, à un point, j'ai expliqué tout simplement que lorsque vous contribuez à quelque chose, vous donnez, vous pensez que vous avez jeté, vous n'avez rien à manger, mais vous avez sacrifié votre argent, ça peut être de la popote, de quoi, vous avez pris moitié pour contribuer à quelque chose et vous pensez qu'en réalité, vous perdez. Vous ne perdez pas.
Parce que dans la sphère, la loi de la pesanteur est aussi spirituelle. Donc, lorsque vous jetez quelque chose en l'air, ça doit tourner et redescendre sur vous. Et du coup, quand ça redescend sur vous, si vous n'avez plus le corps physique pour bénéficier de cette chose, ben, c'est vos enfants. Et s'ils sont déjà assez vieux, ça va dans le lignage. Tout compte fait, ça va dans le lignage. Tout ce que vous donnez, vous donnez, vous participez, vous contribuez, vous revient d'une manière ou d'une autre. Ce n'est que la période de temps que nous ne maîtrisons pas. Et là, c'est purement le principe, mais je parle de la nature. Donc, on peut bien expliquer des choses aux gens en utilisant des mots simples qui vont leur permettre de ne pas d'être avec nous sans se sentir gênés. Et parce que nous avons tous, après tout, nous avons tous une origine commune. Et cela nous permet de comprendre certaines choses, même si la conscience nous amène à balayer et à dire oui et apprécier, à valider et à prouver que ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Donc pour moi, je pense que le grand travail est qu'on commence déjà à travers UPF de créer des partenariats entre les confessions, comme vous avez l'habitude de faire. Et quand il y aura à ce niveau, quand tout est bien fait, bien scellé, vous pouvez maintenant voir en quelle mesure vous pouvez impacter au niveau de l'administration. Mais il ne faut pas que ce soit une seule église. Il faut que ce soit un bloc qui représente en fait juste un bloc, mais qui représente près de autant de dénominations, que ça pourra être. Oui, c'est vrai, Bernadette, tu as raison. Oui. Voilà, écoutez, on va peut-être, si vous voulez, on va peut-être arrêter là. On a débordé le temps. Je vous remercie. Je voudrais remercier Victor Regnez à la technique. C'est grâce à lui que nous avons le Zoom. C'est aussi lui qui mettra… Ah, famille UN qui avait une question peut-être? La famille UN? Une question? Non? Plus de questions. D'accord. Voilà. Donc, je voulais remercier Victor Regnez qui est à la technique. C'est lui aussi qui publie les vidéos. Et donc, ben voilà, on va arrêter là pour ce soir. Je vous dis prochain rendez-vous dans un mois. J'ai oublié la date, mais vous serez informés. Alors, une dernière chose, c'est vraiment formidable. Nous avons donc l'Europe, l'Afrique et même l'Amérique du Nord avec Pierre Beauregard ce soir, le Québec. Et c'est très riche d'avoir des échanges justement entre ces personnes de la francophonie. C'est vraiment un programme où on peut se retrouver. Merci à vous tous et très bonne fin de soirée. Bon courage. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tout le monde. Au revoir.